Chroniques étranges. L'horreur dans vos oreilles. Le port des écouteurs est fortement conseillé. Vous la voyez sans doute en couverture de ce podcast. Une vieille photo en noir et blanc. Des dizaines, non, des centaines d'enfants. Alignés, immobiles, le regard droit, devant un imposant bâtiment de briques. Autour d'eux, quelques adultes, religieux, religieuses, peut-être des surveillants. Tous posent, personne ne sourit. Rien dans cette image ne choque au premier regard. Pas de gestes violents, pas d'anomalie flagrante. Et pourtant, il y a quelque chose qui dérange. Ce bâtiment se dresse toujours aujourd'hui, porteur d'un lourd passé. Il fut le théâtre d'une histoire que l'on a longtemps refusé de raconter. Derrière les murs que vous voyez sur cette photo, des milliers d'enfants ont vécu. Et pourtant, certains n'en sont jamais repartis. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende, ni un récit paranormal. C'est une horreur bien réelle, écrite par la main de l'homme. Et il est grand temps de la regarder en face. Mettez vos meilleurs écouteurs, je vais tout vous révéler, car le mystère que je m'apprête à vous raconter n'en est plus un depuis peu. Pour comprendre pourquoi cette photo est si dérangeante, il faut revenir en arrière, très en arrière. Au XIXe siècle, le Canada, jeune pays en pleine expansion, voit dans les peuples autochtones un obstacle. Obstacle à la colonisation, à la propriété privée, à la modernité. Alors on décide de les faire tout simplement disparaître. Pas physiquement, mais culturellement. Dans les documents officiels de l'époque, on ne parle pas encore de génocide, mais on parle d'assimilation forcée. Il faut transformer ces peuples jugés arriérés en bons Canadiens, les convertir, les sédentariser, leur ôter leur langue, leurs croyances, leur identité. Et quoi de mieux pour ça que de commencer par les enfants. En 1876, la loi sur les Indiens codifie cette version. Elle fait des autochtones des mineurs à vie, sous tutelle de l'État. En 1883, le premier réseau de pensionnats est lancé, financé par le gouvernement fédéral, mais confié aux églises catholiques, anglicanes et protestantes. On en comptait plus de 130 à travers le pays, et près de 150 000 enfants y sont passés. C'est le début d'un programme qui va durer plus de 100 ans, avec un seul objectif, je cite, « tuer l'Indien dans l'enfant ». Cette phrase n'est pas une métaphore. Elle est attribuée à Duncan Campbell Scott, haut fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes qui supervisa ces écoles pendant près de 20 ans. Et elle résume à elle toute seule toute une politique, une stratégie de disparition douce. Par l'éducation, par l'éloignement, par le silence. Et pire encore. Ils étaient des milliers, parfois à peine âgés de 4 ou 5 ans. On les emmenait de force, souvent sans prévenir les parents. Un camion, un train, une main étrangère. Une fois arrivés au pensionnat, tout commençait par l'effacement. On leur coupait les cheveux, on leur retirait leurs vêtements traditionnels, on leur donnait un prénom chrétien. Et surtout, on leur interdisait de parler leur langue. Une enfant autochtone survivante d'un pensionnat racontera plus tard, je cite, « J'ai dit un mot dans ma langue, une religieuse m'a giflé. J'ai saigné du nez. Je ne l'ai plus jamais parlé. » Les journées étaient rythmées par une discipline stricte. Réveil à l'aube, prière, travaux forcés, cours rudimentaires. Les enfants ne recevaient souvent qu'un repas par jour et dormaient à 10 ou à 12 dans des dortoirs glacés. Quand ils pleuraient la nuit, personne ne venait. La moindre désobéissance était punie, parfois à coups de ceinture, parfois à genoux sur des cailloux, et parfois par l'isolement total. Des cas d'agression sexuelle ont été reportés dans plus de 70% des pensionnats.
documenté, confirmé, mais longtemps étouffé. Et parfois, les enfants tombaient malades, de la tuberculose, de la rougeole, de malnutrition. Ils étaient emmenés à l'infirmerie et ne revenaient jamais. Aucune explication, aucune information à la famille. Ils demeuraient dans l'oubli, à tout jamais. Kamloops, Colombie-Britannique. Un nom longtemps connu des seuls habitants de la région, des Premières Nations locales et de quelques historiens. C'est ici, en 1890, qu'ouvre l'un des premiers plus grands pensionnats pour enfants autochtones du pays, le Kamloops Indian Residential School, administré par l'Église catholique via la congrégation des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. L'école peut accueillir jusqu'à 500 enfants à la fois. C'est un établissement central, dans tous les sens du terme. Il reçoit des élèves de toute la province, parfois même de territoires très éloignés. Des enfants de nombreuses tribus, arrachés à leur communauté, dispersés dans des dortoirs uniformes, où les voix se taisaient dès la nuit tombée. Le bâtiment que l'on voit sur la photo semble solide, symétrique, propre, construit pour durer. Mais c'est un lieu construit aussi pour contrôler. Le rapport final de la Commission Vérité et Réconciliation publié en 2015, soit plus de 120 ans après son ouverture, l'affirme clairement. Kamloops, comme tant d'autres pensionnats, n'a pas seulement formé des élèves, il a brisé des générations. Conditions sanitaires déplorables, taux de mortalité élevé, alimentation insuffisante, abus répétés. La Croix-Rouge elle-même, dès les années 1940, alerte sur les manquements graves dans plusieurs écoles du pays. Mais les rapports restent lettres mortes. À Kamloops, comme ailleurs, on punit les enfants quand ils parlent leur langue. On les force à nettoyer les lieux à main nue. On les fait croire que leur famille les a abandonnés. Et surtout, on leur apprend à se taire. Dans les années 1950, une survivante témoignera d'avoir vu une camarade tomber malade. Fièvre, épuisement. Une religieuse l'emmène à l'infirmerie. La petite fille n'est jamais revenue. Et personne ne lui a jamais dit pourquoi. Des histoires comme celle-ci, il y en a des centaines, éparpillées, étranglées, longtemps inaudibles. Mais, chers auditeurs, le pire est à venir. Car 131 ans après son ouverture, tout bascule. 27 mai 2021. Une date qui a brisé le silence. Ce jour-là, la nation qui administre aujourd'hui le territoire de Kamloops publie un communiqué. Elle annonce que des travaux de recherche ont permis d'identifier 215 tombes anonymes sur le site de l'ancien pensionnat. 215 enfants. Enterrés sans cercueil, sans pierre, sans avis, sans que les familles n'aient jamais été informées de leur mort. L'annonce fait l'effet d'un choc, dans tout le Canada, et bien au-delà. La technologie utilisée s'appelle GPR, pour Ground Penetrating Radar, un radar à pénétration de sol. Il permet de détecter les perturbations dans les couches souterraines. Et ce qu'il révèle à Kamloops, c'est une trame irrégulière, des creux, des formes, des alignements. Autant de signes d'inhumation non officiels. La majorité des enfants retrouvés seraient morts dans les années 1900 à 1950, à une époque où les archives étaient floues, voire inexistantes. Les registres de décès, incomplets. Les certificats, parfois jamais rédigés. Dans certains cas, les corps étaient enterrés à la hâte, dans des fosses communes. Et ce qui glace le plus, c'est que cette découverte ne surprend ni les survivants, ni les familles, ni les communautés autochtones. Depuis des décennies, elle racontait ces absences inexpliquées, ces enfants qui ne sont jamais revenus, ces fratries incomplètes. Mais personne ne les a jamais vraiment écoutés. Il aura fallu qu'on interroge la terre, qu'on la scanne, qu'on la cartographie, pour que le pays accepte enfin de regarder en face ce qu'il avait enterré depuis trop longtemps. Et Kamloops n'est qu'un début.
Après l'annonce de Kamloops, les témoignages ont afflué. Certains avaient déjà parlé, mais on ne les avait jamais écoutés. D'autres ne l'avaient jamais fait. Trop douloureux, trop honteux. Ou parce qu'on ne les avait tout simplement jamais crus. Les survivants racontent les cris étouffés, les silences obligés, la peur d'être le prochain à disparaître. Certains se rappellent d'un camarade malade emmené à l'infirmerie et d'un dortoir vidé sans explication le lendemain. On changeait les draps, on remettait un nom sur le lit, et la vie continuait, comme si de rien n'était. D'autres évoquent les punitions. Je cite, « Ils nous mettaient à genoux sur du sel pendant des heures, si on parlait notre langue. » Ou encore, « Ils nous frappaient avec une règle, parfois au sang. » Et même, quand on pleurait la nuit, on nous disait que nos parents ne voulaient plus de nous. Et ces voix, longtemps réduites au silence, ont enfin commencé à résonner à grande échelle. Des veillées ont été organisées, des chaussures d'enfants ont été déposées sur les marches des églises. Des cérémonies ont eu lieu sur les anciens sites, des larmes, des chants, des colères, mais surtout, une exigence de vérité. Le choc provoqué à Kamloops a déclenché d'autres recherches. À Marieval, en Saskatchewan, 551 tombes anonymes. À Brandon, au Manitoba, 104. Et ailleurs encore. Des centaines, des milliers. On parle aujourd'hui de plus de 4000 enfants morts dans les pensionnats, selon les estimations officielles. Mais les chiffres réels pourraient être bien plus élevés. En 2021, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a reconnu, je cite, « un chapitre honteux de l'histoire du Canada ». Des excuses officielles ont été présentées, mais pour beaucoup, elles arrivent trop tard et ne suffisent pas. Car les blessures sont profondes et la douleur se transmet de génération en génération. Il ne s'agit pas là seulement de mort, il s'agit d'une mémoire fracturée, d'enfance volée, d'identité piétinée, et d'un pays qui, pendant plus d'1 siècle, a refusé de voir ou a caché ce qu'il infligeait à ses propres enfants. Le plus dérangeant, peut-être, c'est que ce pensionnat est resté en activité jusqu'en 1978. Ce n'était pas il y a 2 siècles, c'était hier. Et encore aujourd'hui, aucune exhumation, aucune autopsie n'a été réalisée. Par respect pour les familles et les communautés concernées, la décision revient aux Premières Nations. Ce sont elles qui choisiront si et quand il faut creuser. Après la fermeture de ces établissements, des milliers de dossiers ont été soi-disant égarés. D'autres détruits volontairement. C'est peut-être ça, le plus cruel. Et c'est aussi pour cela qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous en dire davantage. Revenons alors à cette photo, celle que vous avez vue en lançant cet épisode. Une image figée, une rangée d'enfants en uniforme, le dos droit, le regard fixe. Derrière eux, la façade austère du pensionnat. Devant eux, un monde qui ne les verra jamais grandir. Ils sont trop nombreux pour qu'on les identifie tous. Aucun nom n'est inscrit. Aucune date. Cette photo n'a pas été prise pour eux. Elle n'était pas destinée à leur famille. Elle servait à documenter, à prouver que tout fonctionnait dans un système macabre, bien rodé. Qu'ils étaient bien habillés, bien rangés, bien encadrés, et que leur effacement fonctionnait correctement. C'est une des trop peu nombreuses preuves qu'on a pu retrouver dans les archives. Mais elle est devenue tout autre chose. Avec le recul, elle est devenue le témoignage de quelque chose d'atroce, d'un mensonge organisé, d'une génération volée. Aujourd'hui, cette image circule dans les journaux, les musées, les documents officiels. En connaissant son histoire, on peut dire qu'elle dégage une aura bien plus sombre qu'au premier regard. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chronique d'une image. Aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de légendes urbaines ni d'un mystère oublié, mais d'une mémoire bien réelle, d'une photo qu'on ne peut plus détourner du regard, et d'un silence qui a duré trop longtemps. Le Canada reconnaît aujourd'hui que ce qui s'est passé dans les pensionnats était un génocide culturel. Mais les excuses n'effacent pas les absents, et les archives ne rendent pas les noms. Alors cette image, si banale à première vue, devient un monument. Un appel à la vigilance,
et un devoir, ne pas répéter les horribles erreurs du passé. Car, pendant que nous contemplons ces pages d'histoire, d'autres atrocités se déroulent, aujourd'hui, sous nos yeux. Documentées, réelles, parfois même assumées. Et pourtant, elles continuent. L'histoire se répète, encore et encore, comme si l'humanité était la seule capable de perpétuer l'inhumain. À bientôt pour une nouvelle image, une nouvelle histoire, un nouveau mystère.